Bienvenue à tous, mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine. Je fais juste office de monsieur loyal pour vous livrer quelques mots-clés. C'est vrai que cette intervention, cette conférence s'inscrit dans le cycle Entreprise Data Driven, dont on se rend compte et on va se rendre compte que ces entreprises Data Driven, elles peuvent être de profils très très différents. Après Adiceo allant juste avant dans le monde des acides aminés pour la nourriture animale, on passe dans un univers totalement différent avec Maroquinerie Thomas, dont je suis sûr vous allez nous dire la spécificité du métier et la trajectoire. Et cette fois-ci, c'est accompagné par QAD Dynasys. Et je vais d'ailleurs, on va parler planification, et je vais d'ailleurs vous laisser la parole, parce que je crois que votre intervention est bien planifiée, justement. Donc, ce n'est pas forcément mon rôle d'empiéter sur le vôtre. Je vous laisse la parole pour 45 minutes. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en présentiel. Ça faisait un petit moment et on est vraiment ravis de cet échange que l'on va avoir avec vous. Cette année, on a choisi de vous présenter un retour d'expérience de la part de Maroquinerie Thomas, avec qui nous collaborons depuis 2018. La société Maroquinerie Thomas a fait le choix des solutions QAD Dynasys pour outiller ses processus de planification et de pilotage des approvisionnements. Et aujourd'hui, donc, on va parler de supply chain en complément de l'ERP qui est JD Edwards chez Maroquinerie Thomas. J'ai la chance d'avoir avec moi Eva et Christophe, qui travaillent respectivement pour Eva depuis 5 ans dans le groupe et Christophe 10 ans, et qui vont aller dans le détail du projet que l'on a mis en place avec nos équipes et vous parler de ce partenariat. Eva, Christophe, c'est à vous. Merci. Bonjour. Donc déjà, merci à QAD de nous donner un peu de l'occasion d'être visible, parce qu'on a une petite entreprise méconnue. Donc je vais commencer par vous présenter un peu notre activité. Donc la Maroquinerie Thomas, c'est une entreprise qui existe depuis très longtemps, depuis 1937, qui a été créée par Auguste Thomas, un compagnon de route de Louis Vuitton. C'est aujourd'hui un des leaders de la sous-traitance dans le secteur de la maroquinerie made in France. Et on produit essentiellement pour les grands noms du luxe, des articles de maroquinerie, petite maroquinerie, et plus récemment des malles. Voilà, on intervient depuis les phases de maquettage, d'industrialisation et de production, à la fois dans le respect de toutes les règles artisanales de la maroquinerie, mais avec des structures on va dire industrielles. Et bien sûr, on produit des produits qui s'adressent aux grandes maisons, qui sont des produits d'exception. Voilà, avec des matières premières d'exception aussi. Nos valeurs, forcément, ont été construites autour de ces produits d'exception. Le premier, c'est le savoir-faire et la passion. On travaille avec des process qui sont des savoir-faire de maroquinerie qui font appel à la précision, à la passion des maroquiniers. Forcément, l'humain. Vous allez voir qu'on est une entreprise essentiellement de main-d'œuvre. Le capital est détenu par les maroquiniers avec leurs compétences. Et la solidarité, le collectif, on est une entreprise qui grossit assez vite. On a besoin de tout le monde et de toute la chaîne de valeur pour faire en sorte que les produits sortent pour nos clients. Nos clients, donc, on est une entreprise de sous-traitance, je l'ai dit en introduction, hein, donc nos clients, c'est vraiment la clé pour nous. C'est construit autour d'une qualité de relation qui est de très longue date avec l'ensemble des clients et qui s'inscrit vraiment dans la durée, basée sur beaucoup de qualité d'écoute et de relation, dans comprendre leurs besoins, comprendre leurs produits, comprendre leurs exigences qualité. Forcément, la qualité de ce qu'on leur offre, nous, avec le savoir-faire qu'on peut leur mettre à disposition. Et puis la qualité de service qui prend de plus en plus de sens et dont la supply chain fait partie. Juste un très rapide retour sur l'histoire. Donc j'ai dit création en 1937. Les points clés, hein, c'est dès 66, on devient sous-traitant pour une marque dont je n'ai pas le droit de citer le nom.
En 76, Thierry Thomas, le deuxième de la génération, intègre l'entreprise. Il en devient le PDG en 99. Juste à noter qu'en 94, il y a eu une crise importante liée à la première guerre du Golfe qui a fait que la maroquinerie a définitivement tourné la page de la sous-traitance. On est devenu à ce moment-là 100% sous-traitant et on a commencé une phase de croissance, notamment de croissance externe en rachetant des maroquineries qui étaient en difficulté. Et puis ensuite, slide suivant, c'est plutôt l'histoire récente, beaucoup de croissance interne avec des ateliers qui s'agrandissent, on construit de nouveaux ateliers. Ces 3 dernières années, on a construit 2 ateliers, un à Arras et un à Mâcon. Donc aujourd'hui, la maroquinerie Thomas, c'est 6 ateliers de production, un siège à Semur-en-Auxois en Côte d'Or et 6 ateliers de production dans un grand quart nord-est de la France, de Mâcon, Saulieu, Semur-en-Auxois, Margeau dans le 51 et puis 2 ateliers autour d'Arras. Et juste pour finir avec l'entreprise, donc c'est aujourd'hui un peu plus de 1500 collaborateurs, donc 6 ateliers, je l'ai dit, un chiffre d'affaires en 2020 impacté par la crise, puisqu'on a eu un ralentissement important en milieu d'année, autour de 107 millions d'euros. Juste un mot sur nos flux logistiques, puisque l'outil, on va essayer de le positionner sur nos flux. On dispose d'une plateforme logistique à Semur-en-Auxois, au siège, qui gère l'ensemble des réceptions de matières premières. Et on gère à peu près 5500 SKU. Alors, on gère des grandes familles, forcément des cuirs, des toilettes textiles, ce qu'on appelle la bijouterie, toutes les boucles, c'est un peu de la quincaillerie, les fermetures éclairs, les boutons pression, etc. Donc on gère pas mal de références. Ces références sont alimentées par 170 fournisseurs, principalement européens. Cette plateforme ensuite dessert les 4 ateliers de production. Donc, je parle du flux essentiellement pour notre client principal. Ça représente à peu près 50 familles de produits finis et 400 SKU de produits finis. Et ces ateliers vont livrer la plateforme de notre client, qui est une plateforme mondiale de distribution. Et donc on alimente leur stock dans un process de gestion partagée des approvisionnements. Donc la planification, on planifie le stock de ce centre de distribution. Enfin, un dernier petit flux, on gère une activité de sous-traitance, notamment pour des composants, des bandoulières par exemple, ou des poignées, avec 3 sous-traitants situés en Europe. C'est un échange à peu près 700 SKU toutes les semaines. Le périmètre du projet qu'on a démarré, donc, il comporte à la fois toute la partie gestion de la demande, enfin planification de la demande de la plateforme client, la planification de nos ateliers, donc sous forme d'un plan directeur de production, et la planification de la sous-traitance. En revanche, il ne tient pas compte de la partie fournisseur, qui elle est intégrée dans des outils appartenant à notre client, dans un souci de visibilité de l'ensemble de l'écosystème. Concernant notre client, donc, juste donner un peu les grandes tendances de l'exigence. J'ai parlé quand on répondait, on essayait de répondre du mieux possible à nos clients. Donc les grandes exigences aujourd'hui tournent autour de la flexibilité et de l'agilité. Donc on adresse des clients qui sont proches de la mode, voilà, et dont la demande varie extrêmement vite. C'est aussi des clients qui sont très à l'écoute de leur marché, donc qui demandent des réactions extrêmement rapides. Ils n'aiment pas avoir des stocks dormants, c'est potentiellement de la casse. Et donc chaque signal de vente doit être analysé et remonté dans les systèmes extrêmement rapidement. Le deuxième point, c'est le time to market. Donc, dans cette logique de mode et de collection, on a vu des accélérations de ce time to market. Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, on parlait de plusieurs mois entre la création d'un produit et sa mise sur le marché. Maintenant, on parle en semaines. Maintenant, on parle des choses de l'ordre de 8 semaines entre un showroom, un défilé par exemple, et la mise à disposition du produit dans les magasins, ce qui est extrêmement courant.
Et tout ça, ça se traduit, je l'ai dit, on est en gestion partagée des approvisionnements, donc ça se traduit par une réduction de l'engagement du client et donc nous, une réduction de notre plan ferme qui nous impose aussi d'être réactifs et de ne pas engager des choses trop longtemps à l'avance, sinon elles ne nous seront pas achetées par notre client. Un deuxième point là, qui émerge et qui est de plus en plus prégnant pour nous, c'est la précision de nos plans. Il y a deux aspects. Il y a un, les marques de luxe font face à des pénuries de capacité. Et donc, ils ont besoin d'arbitrer et donc d'avoir une vision moyen terme la plus précise possible de nos plans de production pour pouvoir arbitrer comment ils nous chargent, où est-ce qu'ils doivent positionner les produits, etc. Et donc, ils ont une exigence de précision de moyen terme sur nos plans. On doit coller à des engagements capacitaires qui sont négociés annuellement. Et le deuxième axe qui est vraiment nouveau, c'est lié au développement des ventes sur Internet et à l'omnicanal. C'est des choses qu'on a vu apparaître ou s'accélérer fortement à la faveur de la crise Covid. Les ventes sur Internet ont explosé et parallèlement, il n'y avait pas de stock disponible et donc ils ont mis en place des systèmes pour confirmer les dates de mise à disposition à leurs clients sur la base des plans de production. Et donc l'exigence sur la précision de nos plans de production à très court terme a très fortement augmenté. En fait, ensuite la transparence de la supply chain, on veut tous savoir ce qui se passe, là où il y a des ruptures, là où on a des problèmes de sous-traitance, là où il y a des problèmes de capacité, etc. L'idée, c'est vraiment d'abord de répondre aux deux premiers trucs et puis de donner la bonne information aux clients de ce qui se passe pour qu'ils puissent nous aider, arbitrer ou prendre lui-même la bonne décision vis-à-vis de ses marchés. Alors, j'ai parlé du client. Maintenant, nous, on est un sous-traitant, une ETI. On ne va pas parler de PME, mais on est une entreprise sous-traitante. On a nos propres contraintes. Je les ai résumées en juste 2 points. C'est juste sans dévoiler de chiffres exacts, mais un sac, c'est à peu près la moitié de main-d'œuvre et la moitié de matière en coût de production. Donc, c'est nos 2 contraintes. La première, c'est d'occuper nos maroquiniers. Vous savez qu'on est 1500, c'est un gros paquebot salarial. Nos maroquiniers doivent être occupés de façon optimum, donc chacun en ayant une activité et en ayant le moins de changements possible, parce que tout changement va exiger une montée en compétences de ces maroquiniers, donc une perte de productivité. Et l'autre volant, c'est la partie matière. On doit optimiser l'utilisation des matières qu'on a approvisionnées, en assurant une stabilité des plans maximale, ou en limitant les aléas sur ces approvisionnements matières. Le contexte du projet d'Inasis, donc il y a 3 ans, l'ensemble de ces exigences clients commençaient à devenir très fortes. Nous, on est une petite entreprise, on est structuré autour d'un process MRP2 classique, une gestion capacitaire qui est assez forte, puisque c'est un enjeu très fort chez nous, puis un plan directeur de production, on en élabore un plan de sous-traitance et puis un plan d'approvisionnement. Et pour faire ça, on avait des organisations qui étaient réparties à la fois dans les fonctions centrales et puis sur les sites. On devait gérer des ateliers de production et des sous-traitants, mais sans qu'on puisse faire des arbitrages entre les deux. Le point le plus dur pour nous, c'était notre système d'information. Donc, comme il a été dit en introduction, on a un ERP, JD Edwards, qui est très très lourd sur ces traitements MRP. On a 8 niveaux de planification, on a plusieurs heures de traitement MRP. Chaque niveau, c'est une barrière à la transparence, là, dont j'ai dit l'exigence. Et donc, on ne faisait plus le lien, par exemple, entre une rupture matière et les produits finis impactés. Tout ça a été forcément complété par énormément d'Excel, avec beaucoup de fichiers, beaucoup d'intégration, de copies, des choses manuelles très peu fiables. Et puis, cerise sur le gâteau, on est très intégré à nos clients. Donc, toutes ces copies de fichiers Excel étaient faites en plus à partir de systèmes externes ou à destination de systèmes externes. Et donc, nous pénaliser aussi sur la fiabilité de l'information qu'on donnait à nos clients. Donc, décision a été prise de mettre en œuvre un APS avec donc
l'objectif principal, c'est de gommer complètement cette complexité. Donc ça a été vraiment ce qui nous a conduit dans tout le projet. Donc premier élément, c'était vraiment partager les données dans un seul outil. Si on parle de gestion capacitaire, chaque site faisait les capacités dans Excel et puis ensuite en centrale, on devait récupérer 4 fichiers Excel agrégés, compilés. Il n'y avait pas forcément des informations à la même maille, etc. Deuxièmement, en profiter pour harmoniser les process, faire en sorte que tout le monde, en travaillant dans le même outil, tout le monde travaille pareil, avec les mêmes données. Donc clarifier les rôles et responsabilités autour de ces process. Gommer la complexité organisationnelle. Donc ça, c'est un peu, je ne sais pas si c'est atypique dans les projets APS, mais nous, on a voulu gommer tout ce qui était flux interne. Donc on a défini notre organisation comme un site. On ne gère pas du tout les transferts de matière, par exemple, entre la plateforme et les sites. Au contraire, pour obtenir plus de transparence, on a considéré la boîte comme étant un élément unique. Et c'est pas moi. L'input élaboration du plan, c'était s'assurer que toutes les données qu'on rentrait dans l'APS servent bien à élaborer un plan. Donc par exemple que la gestion capacitaire était l'input du PDP, que le PDP lui-même était l'input du plan de sous-traitance, etc. Voilà. Et puis dernier point, l'automatisation. Donc le travail à capacité finie. Donc ça, c'était vraiment aussi la cerise sur le gâteau. C'est venu un petit peu après. Voilà pour les objectifs du projet. Je vais donner la main à Eva qui en fait a géré de main de maître en tant que chef de projet l'intégralité de la relation avec Dynasys et elle va vous expliquer un peu les points clés du projet. Bonjour, ça marche ça marche pas. Vous m'entendez? Ouais, ok. Alors pourquoi on a choisi Dynasys? Donc au-delà du fait qu'on avait besoin d'un APS, en fait les éléments différenciants par rapport à d'autres solutions, ça a été le fait... Ah oui. Ouais, il va mettre plus fort. Donc un des éléments différenciants a été le fait que Dynasys est géré en cloud. Donc nous, on n'avait pas une structure IT suffisamment robuste pour gérer toute l'infrastructure. Donc ça a été un des facteurs qui nous a fait choisir la solution Dynasys. Le deuxième point qui a été valorisé pour nous, c'est le lien, en tout cas le ClickSense, qui est une solution d'analytics qui est fournie avec Dynasys et qui permet de construire des indicateurs d'après des données provenant de Dynasys directement. Ensuite, c'est une solution qui est pré-paramétrée par rapport à d'autres solutions qui peuvent être, où on démarre de zéro, où tout est à construire. Dans Dynasys, qui est quand même des processus qui sont préétablis, des calculs qui sont préétablis et qui permettent un peu de cadrer un petit peu les choses. Nous, ça nous convenait bien. Et puis le quatrième point qui était appréciable, c'est l'aspect transfert de compétences. Donc tout au long de l'élaboration du projet, du paramétrage, des définitions, etc., on est vraiment, l'équipe Maroquinerie Thomas et l'équipe Dynasys travaillent conjointement. Donc on est maintenant complètement autonome pour faire évoluer la solution, pour se créer de nouveaux environnements, de nouveaux calculs, etc. Alors la façon dont s'est passé le projet, je pense que c'est classique. On est passé par une première phase de définition du besoin, qu'est-ce qu'on voulait faire dans Dynasys. Ensuite, très vite, il y a une étape de définition des interfaces pour faire communiquer, en l'occurrence, notre ERP et puis Dynasys. Donc là, nous, ça a été le moment où la DSI chez nous est intervenue, mais ça a été un des seuls moments pour justement la construction des interfaces. Ensuite, il y a toute une phase assez longue de paramétrage de Dynasys, donc la structure des données, le paramétrage des calculs, le lien, voilà. Ça, c'est vraiment, enfin je l'ai déjà dit, mais c'est la phase où on était vraiment en collaboration. Et c'est une phase qui est importante, notamment au début de cette phase-là, c'est la structure des données. La hiérarchie des données, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'était pas très au clair dans nos systèmes, et donc sur lesquels on n'était pas très au clair dans le cahier des charges. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est super structurant. Et puis une dernière étape qui était l'étape de test, et puis de définition des écrans. Donc ça, c'est pareil, la définition des écrans, c'est finalement une étape très importante, parce que c'est ce qui va faire que la solution, les utilisateurs vont adhérer ou non, et le fait que ça va être pratique pour eux ou non. J'attends que le truc... Non, c'est bon.
Donc la collaboration, j'en ai déjà parlé. Et moi, j'ai eu le rôle de chef de projet et de key user. Donc c'est moi qui aujourd'hui ai la compétence et les connaissances pour faire évoluer la solution. Et je pense que c'est un rôle vraiment important. En tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un de votre organisation qui soit vraiment présente tout au long de la définition pour bien comprendre comment fonctionnent les calculs ensemble, comment fonctionnent les données, et être capable de les analyser et puis de les faire évoluer. Alors nous, on a mené le projet en travaillant process par process. Donc on a d'abord mis en place Dynasys sur la partie gestion capacitaire. Donc c'est plutôt nos usines qui ont la main pour décrire les capacités modèle par modèle, comme expliquait Christophe. Ensuite, une fois que ça a été bien ancré, qu'on a eu ces données à peu près fiables en Dynasys, on a mis en place la partie PDP, donc plan de nos produits finis. Et ensuite, la partie plan de notre sous-traitance, qui découle du plan de produits finis. Sur chacune de ces étapes, il y a eu une grande phase d'appropriation du système, de changement pour les utilisateurs qui devaient passer de leur fichier Excel à l'outil. On s'est beaucoup cherché aussi sur les environnements, ce que je disais, la façon dont les écrans sont structurés, dont les données sont visibles au même endroit, pas au même endroit, dont ça s'enchaîne. Et c'est quelque chose qu'on fait encore évoluer aujourd'hui. Et puis ça a eu des impacts organisationnels, donc les rôles ont dû être clairement un peu redéfinis. Le rythme de la semaine aussi a dû être un peu cadencé de façon peut-être plus précise qu'auparavant. Et voilà. Troisième étape du projet, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ClickSense, donc la partie analytics qui est liée à Dynasys. Nous, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place après avoir mis donc les 3 process dans Dynasys. Donc là, pour le coup, les interfaces en fait se font directement entre Dynasys et ClickSense. C'est quelque chose qui est complètement à notre main. Les indicateurs sont assez faciles à déployer. Moi, je viens pas du tout de l'IT. Voilà, et c'est moi qui gère ça. Donc c'est quand même super. Tout le monde peut le faire. Et ces indicateurs sont accessibles très facilement par tous les utilisateurs de Dynasys. Donc c'est des indicateurs qu'on partage facilement dans des scorecards, etc. Donc les points forts de la solution puis du projet, c'est une prise en main qui a été facile par le métier, donc par l'équipe supply chain. On maîtrise notre outil, on sait le faire évoluer, on sait le faire progresser. Ça a été structurant. Suite à la mise en place de Dynasys, on a vraiment harmonisé nos processus entre les différents. Par exemple, toutes les usines maintenant travaillent à peu près de la même façon sur l'élaboration du plan capacitaire, etc., du PDP. On est plus propre sur nos processus de planif. Et puis on note un point, nous, important, c'est la disponibilité et la réactivité du service Dynasys, à la fois sur la partie conseil et puis technique. C'est vrai que quand on est un peu coincé, qu'on veut faire évoluer quelque chose ou qu'on a un blocage, l'équipe est vraiment très disponible dans l'heure, dans la demi-journée, pour nous assister. Donc c'est agréable. Alors il y a quelques points d'attention je pense quand on démarre ou quand on mène un projet comme ça. J'ai déjà dit, la structuration des données, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui pour nous a été assez compliqué à appréhender au début parce qu'on ne voyait pas complètement vers où on allait, donc à quoi telle donnée allait servir par rapport à telle autre. Donc on a construit notre hiérarchie de données telle qu'on l'a pensée à ce moment-là. À refaire aujourd'hui, on comprend mieux les impacts et comment on aurait pu faire un petit peu mieux. Le deuxième sujet qui est important, je me répète, mais c'est vraiment l'ergonomie, la définition des écrans. C'est ce qui fait que la solution va prendre ou pas auprès des utilisateurs. Et le paramétrage, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Je ne sais plus. Ah oui. Non, c'est important d'être présent tout au long des étapes de paramétrage. Nous, on a été un petit peu chargés à un moment du projet où on était un peu moins présent. Et la petite partie qui a été développée à ce moment-là, clairement, on est beaucoup moins en maîtrise dessus, on sait moins la faire évoluer. Et donc, je réinsiste sur ce point-là. Je repasse la parole à Christophe. Merci Eva. C'est bon. Merci. Donc on va finir rapidement sur les gains pour le métier supply chain. Donc quand on a construit le projet, forcément on a mis plein de gains pour que la direction vote le projet de productivité, etc. Ceux-là ils sont difficiles
difficile à quantifier, même si aujourd'hui on a des usines qui marchent bien, on a voilà, mais c'est vrai que les 2 dernières années, quantifier des ruptures matières en ce moment, on n'a pas de benchmark d'avant-crise, ça n'a plus beaucoup de sens. Voilà, donc je me suis concentré sur vraiment des bénéfices qui étaient tangibles. Le premier, c'est un gain de temps administratif, le traitement de PDP. Avant Dynasi, c'était 3 jours, une personne qui se mettait dans un bureau, compilait ses fichiers Excel, faisait des copies, etc. Maintenant, c'est une demi-journée sur un outil. Et là c'est vraiment tangible. Et donc, on peut se focaliser sur plus de collaboration avec les sites, plus de discussions, enrichir plus les données. Vraiment, donc la charge administrative, c'est vraiment un gain important. L'autre point du traitement administratif, c'est que en étant formalisé dans un système, on peut travailler sur la polyvalence et donc sur la sécurisation du processus. Avant, c'était détenu par une personne qui savait où étaient les fichiers Excel, qui savait quelle magouille il faisait, le petit recherche V, etc., etc. Et donc, s'il était absent en vacances ou plus grave, malade ou qui quittait la société, c'était un vrai problème. Maintenant, le processus est correctement formalisé. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas de prix d'avoir quelque chose qui est sécurisé de ce côté-là. Deuxième bénéfice, c'est l'intégration des données. Aujourd'hui, moi, directeur responsable supply chain, quand j'ai besoin d'aller voir la somme des capacités pour les comparer au budget, par exemple, j'ai un écran dédié à ça. J'ai pas besoin d'aller chercher 4 fichiers Excel. Quand j'ai besoin de demander des mises à jour, je peux demander à un directeur d'usine de là où il doit aller être, là où il doit aller mettre à jour. Voilà, quand un plan, je peux le partager avec les sites, avec les ordonnanceurs, c'est la même donnée, on parle de la même chose. La conséquence directe, c'est la robustesse et l'automatisation de notre process. Notre plan, vraiment, s'est stabilisé, puisque le métier de planificateur change. Au lieu de faire le plan, en fait, il paramètre les articles pour que le plan se reproduise de semaine en semaine en fonction de contraintes, de priorisation, de contraintes de stock maxi, etc. Et donc, de semaine en semaine, même si le besoin bouge, le plan devient répétable. Et cette stabilité, elle va forcément induire une réduction des aléas, une augmentation de la productivité. Donc, on a vraiment un gain de ce côté-là. Et puis un gain sur lequel un peu induit, c'est la fiabilisation de notre ERP. Alors c'est pas contre-intuitif, mais un peu une surprise. C'est en délestant JDE de tout l'aspect planification, on l'a focalisé sur l'aspect exécution de la logistique. Donc tous les transferts intersites que j'ai cités, qu'on ne traite pas dans Dynasis, on a focalisé notre ERP sur cette gestion des transferts à très court terme. Ce qui veut dire que les paramètres deviennent beaucoup plus maîtrisables. Et donc notre ERP est devenu fiable sur un périmètre plus restreint. Et donc là, on a beaucoup gagné. L'autre point, c'est qu'on a été obligé aussi de faire du ménage dans les données, etc., puisqu'on était interfacé. Donc l'un plus l'autre fait que notre ERP a retrouvé un peu de souffle aussi sur des missions différentes. Et puis je vais finir là, juste sur des succès lors de la crise sanitaire. Heureusement qu'on l'avait, voilà, là, on n'aurait pas pu faire sans. C'était un moment dans lequel les ateliers étaient fermés, il a fallu refaire des plans, refournir des plans de façon extrêmement rapide à nos clients pour voir à quel rythme on savait redémarrer. Donc là, on aurait eu ça sous Excel, ça aurait été impossible. Enfin impossible, ça aurait été horrible. L'autre point, c'est qu'on a inversé un peu. J'ai dit qu'on ne traitait pas les appros. Malgré tout, on a l'information de nos stocks de matières. Et donc, on a été capable de faire les plans en fonction des matières qu'on avait sur étagère. On a supprimé les commandes à venir des fournisseurs parce qu'elles n'étaient plus fiables du tout. Nos fournisseurs étant italiens, espagnols, ils étaient eux-mêmes fermés. Et donc, on a construit les plans de reprise essentiellement sur les matières au fur et à mesure qu'elles nous arrivaient et plus du tout sur la base des plans d'approvisionnement. Et donc, on a fiabilisé notre plan de reprise comme ça. Et puis, dernier point, je vous ai cité un flux de sous-traitance. Ce flux était beaucoup plus important avant crise. Et il a été fortement restreint pendant la crise. On en a profité pour rapatrier une partie de cette sous-traitance en interne. Et donc, on a fait évoluer notre outil pour lui permettre de nous aider dans les décisions make or buy sur cette partie composant. Et donc là maintenant on a des arbitrages, on a des capacités qui sont équivalentes sur cette partie composant dans nos usines et chez les sous-traitants. Et toutes les semaines on arbitre et on est capable de balancer en sous-traitance ou de garder en interne des composants.
Voilà 3 bénéfices vraiment concrets dans ces périodes un peu chahutées. Je continue ou tu prends la main? Ouais, c'est bon. Les prochaines étapes. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui on était structuré vraiment dans une logique MRP2. Avec l'outil Dynasys, on atteint un petit peu les limites de la séquence. On n'a pas cassé les silos. Donc la prochaine étape, c'est vraiment essayer de construire des environnements beaucoup plus collaboratifs dans lesquels on imagine que les gens pourront travailler, un planificateur, un directeur d'usine, un chef de projet nouveau modèle, ensemble devant un environnement pour prendre la bonne décision. Donc là, on attend beaucoup des nouvelles versions web pour avoir des environnements sur lesquels on peut travailler à plusieurs et que chacun puisse apporter, à collaborer, vraiment collaborer, c'est-à-dire travailler ensemble sur le même plan. Et puis le deuxième axe de travail, c'est le lien avec l'analytics. Aujourd'hui, on planifie, puis après, on regarde des KPI. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre les KPI en même temps que le planning pour, quand je fais le plan, d'abord voir l'impact, m'appuyer sur des bons KPI et ensuite voir l'impact de ma modification de plan sur le KPI. Des taux de charge, des adhérences au budget ou des choses comme ça. Et puis derrière, chose qui nous intéresse beaucoup, pareil, qui est issue des 2 ans qu'on vient de passer, c'est le scénario planning. Donc, pendant la crise, on a refait des plans, etc. On était en mesure de les archiver, de les comparer, de prendre un certain nombre de décisions. Ça restait un process assez lourd. Là, il y a des offres qui émergent, qu'on va explorer pour intégrer ça dans nos processus. Ça rejoint aussi l'idée de collaboration. Si, par exemple, une usine fait un scénario, qu'en centrale, on en fait un autre, qu'on peut comparer de façon factuelle, on arrive à des choses beaucoup plus consensuelles. Donc, c'est les orientations qu'on prend dans l'utilisation de l'outil. Voilà, j'espère qu'on a été suffisamment vite pour dégager du temps pour les questions. Merci de votre attention. Et puis, on est en attente de... Christophe, peut-être avant les questions, une synthèse et les points que j'ai retenus qui sont significatifs dans ce retour d'expérience. Déjà, merci Eva et Christophe de ce témoignage très abouti, très riche. Des points structurants, c'est solutions préparamétrées. Donc n'essayez pas de réinventer la roue. On a de l'expertise et on peut vous accompagner dans la mise en place de processus de manière rapide et efficace. Un point qui est important, vous l'avez noté, c'est le transfert de compétences de nos technologies vers nos clients pour qu'ils soient autonomes, y compris Eva, sur des sujets qui semblent de prime abord compliqués comme Advanced Analytics que tu maîtrises parfaitement. L'adoption de la solution, l'autonomie des utilisateurs, donc ça c'est un peu notre leitmotiv, c'est ne pas rendre nos clients dépendants de l'éditeur, mais faire en sorte qu'ils soient autonomes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Maroquinerie Thomas. Aussi, dans notre ADN, c'est la disponibilité des équipes pour être au service de nos clients et être de manière très présente à leur écoute pour faire évoluer la solution. Et on a parlé des plans d'évolution dans le futur. Un point important, mais je pense que c'est nouveau pour personne, le fait d'avoir des données structurées, parce que c'est clé d'avoir des données qui sont fiables pour pouvoir animer des processus quels qu'ils soient. C'est un projet plus métier qu'un projet informatique. Gardez ça également en tête, puisque les gens de l'informatique, en l'occurrence, n'ont pas été très présents, mais il n'y en avait pas la nécessité. Et on travaille vraiment avec les experts métiers. Et enfin, la conclusion a été, on fait des simulations, on resimule, on fait des arbitrages et l'outil reste une solution d'aide à la décision et c'est vous qui en avez la maîtrise et c'est le propre de nos solutions. Maintenant, effectivement, il nous reste une dizaine de minutes pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas. Je ne peux qu'encourager des questions de la salle, sinon je peux essayer d'amorcer la chose en posant une moi-même. Alors, je ne veux pas mettre le doigt là où ça fait mal, mais vous êtes revenu à plusieurs reprises sur la question des données, de la structuration des données et de la difficulté qui a été un petit peu la vôtre dans le cadrage de votre cahier des charges
Et je me dis que y a d'autant plus de valeur d'avoir votre retour d'expérience sur ce sujet pour les gens qui peut-être travaillent à leur propre cahier des charges. C'était quoi le problème? Vous étiez confronté à trop de données sans savoir sur lesquelles il fallait miser dans le nouvel outil, ou peut-être pas une idée très précise des processus cibles, et comment vous le referiez si c'était à refaire? Alors, c'est pas le fait d'avoir trop de données ou que nos données soient pas propres. C'est pas tellement ça que j'ai voulu passer comme message. En fait, pour mon expérience, hein, l'outil d'Inasis en fait est super. Tous les calculs, les données sont très sensibles au niveau hiérarchique de la donnée. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas possible de sommer une capacité à la famille de planif avec une capacité à l'article. Enfin, j'ai des choses évidentes, mais ça, c'est un niveau hiérarchique qui est évident pour tout le monde. Il y en a qui sont vachement plus précis. Et en fait, on se rend compte qu'on peut vite être bloqué. Par exemple, nous, on a construit des données. On a imaginé une donnée une donnée hiérarchique qui est l'horizon. Donc, j'en ai un horizon de planning, un horizon de budget. Ils sont tous les deux à la maille semaine. Bah, maintenant, on est embêté pour sommer des données qui sont sur l'horizon budget et sur l'horizon planning. Alors qu'en fait, elles pourraient se parler, mais elles ne peuvent pas parce qu'on a mal construit le truc. Là, ce qui se passe aussi, c'est qu'un projet APS est souvent un révélateur de données qui sont gérées de manière assez globale dans l'ERP. On a besoin de précision pour donner des résultats précis, et c'est souvent l'occasion d'un projet APS qui est le révélateur de données qui sont peut-être un peu imprécises et qui nécessitent d'avoir beaucoup plus de détails. Les logiques de gamme de fabrication, les cadences, on ne peut pas se permettre de l'approximation pour donner un plan qui soit réaliste, faisable, exécutable. Et c'est des choses qu'on a l'habitude de gérer avec nos clients. Ils l'appréhendent peut-être un peu de manière imprécise au début du projet, mais nos équipes sont là pour les accompagner. Puis dans la hiérarchie des données, il y a des choses qu'on veut compiler dans Dynasis ou éclater sur des mailles plus fines. C'est pas du tout des niveaux hiérarchiques qu'on a dans notre ERP. Donc ça, c'est à maintenir dans Dynasis derrière. Donc là-dessus, voilà, je pense qu'il faut être super précis au début vraiment de la structure hiérarchique des données qu'on veut pouvoir après utiliser. Ai-je amorcé quelque chose? Il y a des candidats. Bonjour, merci pour votre présentation. Prêt. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Merci pour la présentation. Dans un premier temps, j'ai pas bien compris comment l'installation de l'APS vous a permis d'augmenter la fiabilité de votre ERP. C'est possible de revenir dessus, excepté bien sûr le fait que vous ayez dû nettoyer les données entre guillemets. Vous aviez insisté sur le fait de concentrer les paramètres de l'ERP qui permettaient de le rendre plus fiable. J'ai pas bien saisi ça, c'est possible de préciser? Merci beaucoup. Ouais, alors il y a deux aspects, il y a l'aspect fiabilité puis transparence. Alors la fiabilité, c'est vraiment lié au fait qu'on a harmonisé les processus, alors notamment le processus de gestion capacitaire. Je vais prendre un exemple très concret. Les ateliers ou les usines avaient l'habitude de déclarer leur capacité en nombre de pièces. Et donc, ils disaient, sur tel modèle, je vais te rendre tant de pièces par jour. Nous, on leur a imposé de déclarer leur capacité en heures, en fonction d'un nombre de maroquiniers, d'une productivité, d'un nombre de jours ouvrés. Alors c'est un changement culturel, hein, parce que c'est plus un engagement en pièces. Quand on discute avec un maroquinier des heures, de la productivité, il s'en fout. Lui, ce qu'on lui demande, c'est des pièces par jour. Mais ça a permis d'avoir des plans de capacité qui étaient plus fiables, plus en ligne avec ce qui se passait réellement dans l'atelier. Et donc, par construction, d'avoir un PDP plus fiable. Ça, c'est l'aspect fiabilité. L'autre aspect sur la fiabilité, c'est lié à la reproductibilité. Je l'ai cité, hein, le rôle du planificateur change. Au lieu d'écrire un plan, il paramètre des articles pour que ça calcule un plan. Et donc ça le rend plus répétable. Et puis le dernier point sur la fiabilité, c'est qu'on avait beaucoup de problèmes de non-fiabilité par recopie de fichiers Excel, par exemple. Une erreur
une erreur dans la copie d'un fichier Excel ou une erreur dans l'intégration d'un système client, et bien tout de suite, c'est des plans qui étaient erronés. Et ça, on en avait plusieurs fois par mois. Maintenant, c'est quasiment éradiqué. On a de temps en temps encore des erreurs, mais comme maintenant tout est interfacé, tout est automatisé, on n'a plus d'erreurs liées à l'administration de fichiers qui se promènent, quoi. Voilà les trois aspects de fiabilité. Sur l'aspect transparence, dans notre ERP, alors je n'ai pas dessiné tout le flux, mais on a le groupe Maroquinerie Thomas qui vend les produits aux clients. Lui-même les achète aux usines. Les usines achètent les matières à la plateforme. La plateforme gère de la sous-traitance, donc elle envoie aussi des matières. Elle envoie aussi des kits qui sont eux-mêmes fabriqués pour les usines. Donc c'est tout cet enchaînement de flux internes, en fait, qu'on a voulu complètement gommer. Si on l'avait traduit, on serait retrouvé de nouveau avec des objets de gestion, des ordres de transfert, des ordres de fabrication, des ordres de sous-traitance pour faire le lien entre une matière et un produit. Donc ça, on a voulu complètement le casser. Et donc on ne gère que trois niveaux, en fait, le produit fini. Et peu importe qu'il passe par Maroquinerie Thomas pour des problèmes de facturation, ce n'est pas le sujet de l'APS. Donc le produit fini, j'ai la demande et le plan de production, donc j'ai deux données pour ça. Le sous-ensemble, pareil, j'ai un besoin dépendant et un plan de production. Et puis j'ai du stock disponible de matière. Et c'est tout. Le reste, les flux internes, les flux d'échange, le kitting, le fait que ça passe par telle ou telle organisation, tout ça est absolument pas présente dans l'APS. Ça répond ? Peut-être une autre question qu'elle s'adresse d'ailleurs à Maroquinerie Thomas ou à QAD Dynasys. Je vais en poser une autre. Tu as des questions en réserve, c'est ça ? Ça fait partie de mon métier. Alors moi je relève la satisfaction exprimée avec quand même ce contexte de mise en œuvre dans un environnement perturbé. J'ai bien compris que la question de l'approvisionnement matière, il est hors du projet. Est-ce que justement dans l'évaluation de la plus-value que vous tirez de l'APS, le contexte, il fait que ça rend la chose difficile parce qu'il y avait des facteurs externes qui font qu'il y a des indicateurs qui n'étaient pas au vert et pour autant, c'est totalement lié à des facteurs externes. Donc là, je vais plutôt rebondir sur ce que ça nous a apporté. Ça rejoint l'idée de transparence tout à l'heure. On n'a pas intégré la partie approvisionnement parce qu'elle est gérée par ailleurs dans des systèmes clients. Par contre, on a intégré la disponibilité des matières, essentiellement sur le stock et l'encours de commande, et ce qui nous permet d'être alertés sur la partie PDP produit fini de la faisabilité ou pas de l'existence d'une rupture ou d'une tension sur une matière. Donc le planificateur, quand il fait tourner son plan, avec un calcul qui dure 2 minutes, il peut rebeloter complètement sa chaîne logistique et vérifier l'impact des ruptures sur son plan pour éventuellement changer de couleur sur un produit ou sécuriser, mettre un backup sur un nouveau modèle parce que j'ai une ligne qui va être à l'arrêt. Et dans un contexte de pénurie de matière, c'est vraiment cette fonction qu'on a utilisée à l'extrême, puisqu'on a même coupé, on a viré du disponible les encours de commande parce que peu fiables. Et donc c'est vraiment sur la base de ce disponible qu'on a pu confirmer des plans de production, alors à très court terme, à 3-4 semaines, sur la base de ce qu'on avait en stock et en disant à l'usine, ok, tu peux faire revenir 10 maroquiniers sur cette ligne-là parce que je peux assurer les matières. Et progressivement, comme ça, on a réussi à reconstruire le ramp-up sur la base des matières qu'on avait réellement en stock. Donc ça, c'est vraiment dans la construction de l'outil où on a fait remonter cette disponibilité matière jusqu'au niveau du plan directeur de production. Ça répond... Et vous avez souligné l'enjeu qu'il y a vis-à-vis de votre client de lui permettre de proposer à la vente en mode omnicanal, e-commerce, des temps de disponibilité pour ces produits fiables sur la base de ce que vous pourrez lui fournir à une date précise. Absolument. Donc, la disponibilité, notre premier souci, c'est vraiment d'occuper nos maroquiniers. J'ai dit, c'est le point numéro 1, on ne peut pas se permettre d'avoir
10 maroquiniers ou 20 maroquiniers qui sont à l'arrêt, on demande de rester chez eux parce qu'il n'y a pas de matière. Ça arrive, mais dans ce cas, on doit travailler sur des backups, sur les faire monter sur un autre modèle, etc. Donc on a vraiment besoin de cette visibilité matière. Très bien. Je vous remercie. A priori.